Et ça, c'est vrai. Ça fonctionne, là? Ça fonctionne? Oui. Bonjour. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin, où tous les vins coulaient, où tous les cœurs s'ouvraient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Je me suis enfui, je me suis armé contre la justice. Oh, misère, sorcière, haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, je fis le bon sourd et la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour en périssant mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis couché dans la boue, je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bons tours à la folie. Ainsi s'ouvre la saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Saison en enfer parce qu'effectivement, tenter de penser au-delà de l'horizon ou en deçà des singularités, comme nous allons tenter de le faire aujourd'hui, c'est peut-être un peu flirter avec les enfers. Mais ce que j'espère vous montrer, c'est que ces enfers sont aussi des paradis pour les scientifiques, puisqu'il y est question de tenter de peut-être flouter les linéaments de notre savoir, de peut-être aller au-delà des limites de nos connaissances. Quel étrange modèle que celui du Big Bang. Mais de quel Big Bang parle-t-on vraiment? Le terme finalement est relativement polysémique. Réfère-t-on à l'expansion de l'univers, comprise dans son ensemble, et finalement à l'assertion suivant laquelle la totalité de ce qui est aujourd'hui visible dans le cosmos était initialement présent dans une sphère plus petite qu'une tête d'épingle? Et en ce sens, je crois que le modèle du Big Bang est extraordinairement fiable, qu'il est une prédiction claire et corroborée par l'expérience de la physique contemporaine? Ou bien réfère-t-on par Big Bang à l'instant originel lui-même, à la création ex nihilo du monde? Et en ce sens, le Big Bang est extrêmement spéculatif et n'est pas même impensable de la physique d'aujourd'hui. Alors je crois que pour tenter d'interroger le Big Bang, il faut commencer, comme souvent, par un geste de désapprentissage, un geste d'humilité, peut-être s'adonner dans le champ épistémique à ce que le peintre Paul Cézanne proposait dans le champ artistique, c'est-à-dire renouer un instant avec une vision antéprédicative du réel. Essayer de voir les choses non pas en elles-mêmes, parce que c'est impossible, mais au moins avant que nos projections conceptuelles ne les aient alpaguées, segmentées, cloisonnées. Et je crois que ce qui apparaît alors, c'est l'incroyable étrangeté de ce modèle du Big Bang. Il est pratiquement impossible. Comment l'espace et le temps, c'est-à-dire l'univers en tant que contenant, pourraient-ils avoir une histoire? Comment l'espace et le temps pourraient-ils ne pas avoir toujours été là? Quand on y réfléchit un instant, c'est insensé. Il va donc falloir argumenter, et argumenter avec véhémence pour nous convaincre de la crédibilité de cette proposition. Premier point. Le ciel nocturne est essentiellement obscur. C'est ce qu'on nomme le paradoxe de Olbers. Et cette simple observation, à laquelle je pense nous souscrivons tous, suffit à mettre en difficulté le modèle, dirais-je, concurrent, le plus simple et le plus élémentaire du Big Bang, c'est-à-dire celui d'un univers éternel, infini, statique. Si l'univers était ainsi, alors le ciel nocturne serait difficilement compatible avec l'obscurité que nous observons. Et croyez-moi, un univers éternel et infini, c'est, n'est-ce pas, le modèle naturel auquel, me semble-t-il, nous souscririons tous si nous oublions un instant notre savoir. C'est finalement le modèle évident. Considérons le cône d'univers sous-tendu par notre œil lorsqu'il scrute le firmament de nuit. Ce cône d'univers peut être cloisonné en un certain nombre de coquilles sphériques. Chaque coquille contient des étoiles et une proportion infime de la lumière de ces étoiles parvient jusqu'à notre rétine. Mais considérons maintenant une seconde coquille sphérique à l'intérieur de ce cône qui correspond à l'acceptance angulaire de notre œil. Cette seconde coquille sphérique contient également des étoiles. Chaque étoile enverra moins de lumière jusqu'à mon œil pour la simple raison qu'elle est plus éloignée de celui-ci. C'est l'effet de dilution géométrique. Mais la seconde coquille, parce qu'elle est plus grosse que la première, eu égard à la forme conique, contient davantage d'étoiles. Plus précisément,
Le nombre d'étoiles croît comme le carré de la distance. Mais le flux induit par chaque étoile sur mon œil décroît comme l'inverse du carré de la distance. Ces deux effets se compensent exactement. Et voilà le petit miracle. Chaque coquille sphérique contribue de la même manière au flux reçu par mon œil. Et vous voyez donc que sans même avoir besoin de calculer ce qu'est ce flux, si je l'ajoute une infinité de fois, ce que je dois faire si l'univers est infini, je devrais voir un ciel infiniment brillant, puisque sommer une infinité de fois le même nombre, quel que soit ce nombre strictement positif, doit conduire à un résultat infini. Par conséquent, l'obscurité du ciel nocturne est déjà une indication de ce que la vision la plus simple et la plus naïve de l'espace ne fonctionne pas. Vous pourriez objecter que je ne suis pas ici en train de prouver le Big Bang. Et vous auriez raison. Vous auriez raison d'abord parce qu'en sciences de la nature, en physique en particulier, on ne prouve jamais rien. Aucune théorie scientifique n'a jamais été prouvée et aucune ne le sera jamais. D'ailleurs, d'abord, pour la bonne raison qu'aucune théorie n'est juste. La science, c'est la pensée du fugace, c'est la pensée du fragile, on le sait, tous les modèles seront un jour remplacés par un meilleur modèle, il est donc heureux que nous n'ayons jamais prouvé aucun modèle. Mais au-delà de ça, quand bien même nous toucherions, et rien n'assure qu'elle existe, la théorie ultime est parfaite. Pour prouver qu'elle est juste, il faudra réaliser l'infinité d'expériences qui la mettent à l'épreuve et réaliser chacune d'elles avec une précision infinie. C'est donc doublement impossible. C'est quoi un bon modèle scientifique? Ce n'est pas un modèle démontré, il n'y en a aucun. C'est simplement le meilleur modèle dont nous disposons à un instant donné de l'histoire de la pensée. Par conséquent, pointer du doigt les incomplétudes ou les incohérences des modèles concurrents au Big Bang, c'est effectivement, d'un point de vue épistémologique tout à fait rigoureux, apporter de l'eau au moulin de ces derniers. Deuxième argument, deuxième élément fondamental, central, peut-être le point nodal en faveur du Big Bang. Le Big Bang, on le voit. On le voit, on observe depuis à peu près un siècle explicitement le fait que toutes les galaxies très lointaines s'éloignent les unes des autres et s'éloignent avec une vitesse d'autant plus grande qu'elles sont éloignées. Nous sommes encore pris dans le vent ou l'écho de cette explosion primordiale. Bien sûr, explosion est à prendre en un sens métaphorique, mais ne faisons pas semblant de savoir ce que littéralité veut dire. Je ne suis pas de ceux qui ont peur des métaphores. Dieu me le pardonne. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs, je m'en fous. Je suis un voyou, dirait Brassens. Il faut toujours croire Brassens. Donc, effectivement, nous avons des indications expérimentales directes, visibles de l'expansion de l'univers. Et là, je voudrais vous faire remarquer la très élégante falsifiabilité de ce modèle. On reproche parfois à certaines théories scientifiques d'être délicates, à être mises en défaut, à ne pas pouvoir être testées, à ne pas pouvoir être infirmées. Et effectivement, dans ce cas, on peut même questionner leur légitimité scientifique. Mais le modèle du Big Bang est très testable. Il suffirait d'observer une seule galaxie lointaine qui se rapproche de la nôtre ou qui se rapproche d'une autre galaxie pour que l'ensemble de l'édifice s'effondre. C'est donc un modèle hautement falsifiable qui, jusqu'à maintenant, n'a jamais été mis en défaut par la moindre observation de ce type. Troisième argument essentiel, la concordance des âges. Je vois donc l'expansion de l'univers, et je peux poser cette question simple. Si je passe le film à l'envers, combien de temps s'écoule-t-il avant que toutes les galaxies observées reconvergent vers le même point, que je pourrais éventuellement considérer comme l'instant originel et initial? Eh bien, cette question est simple. En supposant, ce qui n'est pas tout à fait licite, mais ce qui donne une bonne approximation, que la vitesse d'expansion est constante, je trouve qu'au taux actuel, il faut environ 10 milliards d'années dans le passé pour que toutes les galaxies se retrouvent au même endroit. 10 milliards d'années, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que ça corrobore ou est-ce que ça infirme le Big Bang? Ni l'un ni l'autre. Ce qui est intéressant, ce n'est pas ce chiffre. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ce chiffre à l'âge des objets se trouvant dans l'univers. Si je trouve un seul astre qui est plus âgé que l'univers lui-même, le modèle s'effondre. A contrario, si je trouve que tous les astres ont un âge très inférieur à celui de l'univers, le modèle est moins crédible.
Imaginez que je vous présente un homme de 80 ans et qu'on trouve que la totalité de sa production pratique et intellectuelle provienne des 10 dernières secondes. Vraisemblablement, quelque chose ne va pas. Vraisemblablement, j'évalue mal son âge. Il serait donc opportun que les âges des objets célestes soient compris entre typiquement la contemporanéité et une dizaine de milliards d'années. Il faut donc dater. Dater, c'est une procédure assez complexe. Vous savez comment on fait sur Terre pour dater les organismes vivants avec le carbone 14. Il y a des rayons cosmiques, des particules qui viennent taper dans la haute atmosphère de la Terre et qui, ce faisant, créent des noyaux radioactifs, des noyaux de carbone instable, dit carbone 14. Lorsque je respire, ce carbone 14 se met à l'équilibre avec le carbone 12 dans mon corps, le carbone stable, et par conséquent, à mon décès, lorsque je cesse de respirer, je ne renouvelle plus le carbone 14, et estimer la proportion restante des noyaux radioactifs, c'est avoir une mesure du temps qui nous sépare de la mort de l'organisme considéré. Alors bien sûr, les comètes et les astéroïdes ne sont pas des organismes vivants, donc on n'utilise pas le carbone 14, qui a d'ailleurs un temps de vie beaucoup trop court, mais des méthodes vaguement inspirées de celle-ci et utilisant d'autres isotopes permettent effectivement de dater avec une bonne précision un certain nombre d'objets célestes. Et le résultat est éloquent. Les âges des planètes, des comètes, des astéroïdes, des étoiles sont effectivement compris entre des valeurs relativement petites et environ une dizaine de milliards d'années. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est indépendant du film Expansion de l'univers. Le film Expansion de l'univers, qui est lié à la dynamique du cosmos, pointe vers un âge qui est corroboré par l'âge des objets célestes les plus anciens. Ça commence à sentir bon le Big Bang, je trouve. Quatrième argument fondamental, l'évolution. Un certain nombre de galaxies, appelées radiogalaxies, c'est-à-dire émettant des quantités considérables de rayonnement basse fréquence, ont été étudiées depuis très longtemps pour la simple raison que les ondes radio, pour une partie d'entre elles, proviennent jusqu'au sol de notre planète et peuvent donc être effectivement observées par des télescopes qui ont été mis en place dès le début du XXe siècle. Et ces radiogalaxies se sont avérées être en moyenne statistiquement différentes quand on regarde loin de quand on regarde autour de nous. Mais eu égard à la finitude de la vitesse de la lumière, vous savez que regarder loin, c'est regarder tôt. Par conséquent, ces radiogalaxies éloignées que j'observe comme étant en moyenne différentes, ce que ça signifie, c'est qu'il y a de l'évolution. C'est que les radiogalaxies, statistiquement, ne sont pas exactement les mêmes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a quelques milliards d'années. Stricto sensu, ça n'est pas une preuve du Big Bang, évidemment, mais quand même. Si l'univers avait disposé d'un temps infini, comme le voudrait un modèle concurrent, pour évoluer, il serait très étrange que nous n'ayons pas encore atteint un état d'équilibre. Il serait très étrange qu'il y ait encore des évolutions notables si nous étions en évolution depuis un temps infini. Donc c'est cette manière de voir un effet temporel dans la morphologie et dans la nature des radiogalaxies plaide indirectement en faveur de l'existence d'une origine qui n'est pas si éloignée de nous par rapport aux âges pertinents pour la cosmologie. Cinquième argument, essentiel, en faveur du Big Bang, la nucléosynthèse primordiale. Vous savez, la physique nucléaire est une vieille et vénérable science. On sait calculer ce qu'on nomme les sections efficaces, c'est-à-dire les probabilités de formation des différents noyaux. Et on sait le faire avec une grande précision. On sait très bien, dans une centrale nucléaire, la quantité des noyaux qui sont formés, heureusement. On le sait aussi dans les étoiles. Vous savez que nos yeux ne voient que la surface des étoiles. Nous ne voyons qu'une peau ou une pelure d'astres. Alors, dans une posture stoïcienne, le poète Paul Valéry, souvent cité par Deleuze, aimait à rappeler que le plus profond, c'est la peau. Mais derrière cette peau, il y a un corps. Voilà. Juste un corps sans organes, comme disait Antonin Artaud. Et ce corps nucléaire brûle environ 500 millions de tonnes d'hydrogène en hélium par seconde. Et on sait calculer à la fin de la vie de l'étoile les proportions des différents noyaux qui sont créés. Mais il n'y a pas que les étoiles qui sont chaudes dans l'univers. Il y a aussi le voisinage du Big Bang. Là aussi, lorsque Cosmos était très dense, très peu de temps après l'instant primordial, disons dans les premières secondes ou les premières minutes, la température était considérable. Je dois donc aussi former des noyaux, pas des noyaux lourds, comme ceux dont nos corps sont faits, qui sont véritablement l'apanage des étoiles. Nous sommes des résidus d'étoiles, mais des noyaux plus légers,
de l'hydrogène, de l'hélium, du lithium, du deutérium. Et je peux donc, grâce à la physique nucléaire, évaluer ce que devraient être les proportions de ces différents noyaux dans un modèle de type Big Bang. Et c'est très sensible aux circonstances, c'est-à-dire que si j'abandonne le modèle du Big Bang ou si je transforme le modèle du Big Bang, je vais changer les proportions de ces noyaux. Et le résultat remarquable, c'est que modulo quelques petites tensions, il y a globalement un très bon accord entre les calculs de la nucléosynthèse et les observations des différents noyaux effectivement présents dans l'univers. Sixième, dernier et peut-être plus important argument en faveur du Big Bang, le rayonnement fossile. Nous vivons dans un bain de lumière qui est véritablement un écho du Big Bang originel. Lorsque l'univers s'est agrandi, la température a décru, un peu comme dans un piston de réfrigérateur où l'on met en œuvre une détente adiabatique. Et vint un moment où la température fut suffisamment faible pour que la lumière cesse d'interagir avec la matière. Les atomes se forment et les photons, les grains de lumière, n'ont plus assez d'énergie pour ioniser les atomes. Cela signifie qu'à partir de ce moment, lumière et matière ne se sont plus parlé. La lumière n'a plus été altérée par ces interactions avec la matière. Nous devons donc trouver aujourd'hui encore, maintenant, ici, ce bain de lumière qui peuple la totalité de l'univers. Et on peut calculer ce que doit être sa répartition spatiale et sa répartition spectrale. Et là encore, de manière tout à fait extraordinaire, les mesures sont en très bonne adéquation avec le modèle du Big Bang. On peut même aller encore plus loin, vous le savez, grâce au satellite Planck en particulier, on peut scruter d'infimes variations dans ce fond de rayonnement cosmologique qui témoignent de la présence d'ondes de densité, ce qu'on nomme des ondes acoustiques, dans l'univers jeune. Mais un pianiste peut distinguer un Bösendorfer, un Bechstein, un Fazioli, un Steinway en écoutant ces instruments. Pourquoi? Parce que leur structure harmonique n'est pas la même. Et c'est exactement ce que l'on met en œuvre en cosmologie. En regardant la structure harmonique des ondes acoustiques qui se déploient dans l'univers primordial, on peut effectivement évaluer la masse volumique, la vitesse d'expansion et tous les autres paramètres cosmologiques pertinents avec des précisions de l'ordre du pourcent. La cosmologie est véritablement entrée dans ce que l'on pourrait aujourd'hui nommer une ère de précision. Voilà, dirais-je, et parmi beaucoup d'autres que je n'ai pas le temps d'évoquer, un bon nombre d'arguments qui commencent, j'espère, à nous convaincre du bien fondé du modèle du Big Bang. Mais le titre qu'on m'a proposé pour cette conférence est « Le Big Bang a-t-il vraiment eu lieu ?» Il est question de vérité. Et la vérité, c'est une question sérieuse. C'est une question qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main, parce que la vérité, on ne peut pas y échapper. La vérité, c'est la règle du jeu. Avec la vérité, il faut être toujours extrêmement prudent. On sent bien que tout laxisme pourrait immédiatement virer à la catastrophe. On sent bien que tout compromis pourrait immédiatement devenir une compromission. Il n'en demeure pas moins qu'en science, trouver la règle fait partie du jeu. Il n'en demeure pas moins que ça plaise ou non, que les critères de vérité ont évolué avec le temps et à un instant donné changent et diffèrent d'une civilisation à l'autre. Pour le meilleur ou pour le pire, ne jugeons pas, c'est un fait. C'est un fait qu'il faut regarder en face, qu'il faut avoir le courage de regarder en face pour précisément améliorer la qualité, la rigueur et, si vous voulez, la rationalité de notre discours. Vous savez, nous sommes les héritiers directs de la Grèce, n'est-ce pas? Nous devrions donc être en accord presque parfait avec eux. Et pourtant, si nous étions en Grèce, il nous faudrait distinguer entre aletheia et to aletes, c'est-à-dire entre la vérité et le vrai, entre le substantif et l'adjectif substantivé, tandis que l'un réfère à l'adéquation entre l'énoncé et le monde, l'autre tend plutôt vers la sagesse et la substance. Vous savez, aletheia, ça veut dire les âmes qui, après avoir contemplé le ciel des idées parfaites, peuvent revenir parmi nous sans avoir à se tremper dans les eaux oublieuses du fleuve Léthé. Autrement dit, en Grèce ancienne, la vérité, c'est avant tout une anamnèse. La vérité, c'est le souvenir, mais la vérité, c'est aussi la belle parole, parce que les aèdes sont des rhéteurs. Ce n'est plus notre définition. Heureusement, sans doute,
Nous avons évolué pour le meilleur, vraisemblablement. Il n'en demeure pas moins que cette évolution, bien sûr, n'est pas achevée et qu'il faut y penser. Il faut y penser parce que le sentiment que nous avons parfois, celui d'être enfin détenteurs de la vérité, toutes les civilisations l'ont eu avant nous. Et nous ne sommes pas les premiers à vouloir opérer cette transition radicale. 6 siècles avant Jésus-Christ, quand il écrit le Timée, c'est exactement ce que veut faire Platon. Platon veut en finir avec Homère et Hésiode. Platon veut en finir avec les cosmogonies poétiques. Et effectivement, Platon fonde une rationalité scientifique. Il utilise les mathématiques, il réfère à la causalité. Et que reste-t-il des écrits du Timée en termes factuels, qui est encore vrai aujourd'hui? Rien. Tout est faux, alors même que le geste était très exactement celui qu'entend poursuivre la science contemporaine. Donc je ne suis pas en train de dire que la science dit n'importe quoi. Évidemment non. La science est une construction magnifique qu'il faut défendre, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut promouvoir, en particulier contre les populismes auxquels aujourd'hui nous faisons face. Mais il faut le faire avec intelligence. C'est-à-dire il ne faut pas en refaire une religion qu'il est interdit de critiquer. La science est quelque chose d'instable qui a trait à des valeurs délicates. Et je crois qu'il est temps de commencer à intégrer cette fragilité qui n'est pas une faiblesse, qui est au contraire une grande part de l'élégance de la construction. C'est quoi la science? On pourrait se dire que c'est le recours aux mathématiques, par exemple. Oui, bien sûr, mais ça ne suffit pas. L'éthologie et la taxonomie, par exemple, l'étude des comportements animaux ou l'art des classifications, n'utilisent presque pas de mathématiques. On pourrait se dire que la science, c'est la capacité de prévoir. Oui, c'est bien de prévoir. Une prédiction est toujours plus impressionnante qu'une post-diction. Et d'ailleurs, suivant le récit d'Hérodote, vous savez que Thalès est devenu le savant célèbre que nous connaissons parce qu'il fut capable, avec beaucoup de chance d'ailleurs, de prédire une éclipse. Mais je peux prédire la position de l'aiguille de ma montre dans quelques secondes sans rien entendre au délicat mouvement qui se trouve en son sein. Vous voyez, comme disait René Thom, expliquer n'est pas prévoir. Je pourrais dire que la science, c'est le rapport organique avec l'expérience. Oui, mais enfin, ça exclurait les mathématiques, c'est un peu embêtant pour une définition de la science. Et puis, il ne faut pas faire comme si l'expérience était une évidence. Vous savez, les faits ne sont des faits que modulo un corpus interprétatif. Si je n'ai pas un paradigme pour penser les faits, je ne peux pas observer les faits. Si je vous dis par exemple qu'en lâchant 2 fois de suite un stylo ici, je réitère la même expérience pour inférer des lois, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que j'ai déjà décidé que l'état mental dans lequel vous vous trouvez n'avait aucune influence sur la chute du stylo. Et pourquoi je peux le faire? Parce que j'ai déjà un modèle du monde, et parce que je sais en effet, grâce à ce modèle du monde, qu'il est légitime de faire cette hypothèse. Mais ce n'est pas une hypothèse en soi, c'est une hypothèse a posteriori qui intervient, compte tenu d'une vision globale, de l'agencement, dirais-je, des différentes épistémées avec lesquelles je compose. La science, on pourrait dire, c'est la rationalité, c'est logos. Mais vous savez, logos, avant d'être la raison, ce fut la parole et ce fut le langage. Et c'est un très mauvais critère, la rationalité, parce que chacun se croit rationnel. Personne ne défend aucune posture au nom de l'irrationalité. Même les supporters de Trump se croient rationnels, c'est dire. Donc, ce n'est pas un critère discriminant, la rationalité. C'est un type particulier de rationalité qui nous intéresse et qu'il faut effectivement promouvoir, mais qu'il faut considérer avec subtilité. Moi, je crois que la science, c'est une sorte d'articulation subtile entre, d'une part, une liberté extraordinaire, presque démiurgique, presque artistique. Je crois que nous créons des modèles. Il y a déjà une infinité de modèles différents qui conduisent aux mêmes équations. Vous savez qu'au lieu de dire que la Lune attire la Terre, je peux dire qu'un fantôme de la Lune est de l'autre côté et repousse la Terre. C'est la même théorie, elle est indiscernable de la première. Donc il y a un choix esthétique qui me fait choisir, bien sûr, la première version. Mais au-delà de cet exemple caricatural, il y a toujours un grand nombre de modèles qui sont à un instant donné en concurrence les uns avec les autres, qui sont en compatibilité avec l'expérience, et c'est cette diversité assumée, la science. Parce qu'au fur et à mesure que l'expérience permettra d'élaguer quelques modèles, d'autres réapparaîtront. On ne tend pas du tout vers l'unité. Le nombre de théories concurrentes à un instant donné de l'histoire de la pensée ne va pas, c'est un fait, en diminuant. Et je crois que soit on se place dans le fantasme de l'unique théorie ultime, mais on ne l'a pas. Et donc on ne dit rien, et donc on est nihiliste. Soit au contraire, on va de l'avant, on est à la fois enchanté
est un peu apeuré par le geste scientifique, et on fait face à cette consubstantialité de modèles qui sont simultanément pertinents, quoique parfois mutuellement incompatibles. Il est fréquent de dire on n'a pas la vérité, mais on s'en approche. J'aimerais le croire, mais ce n'est pas si simple, hein. Parce que dès qu'on change de paradigme, dès qu'on change de représentation globale du monde, on est infiniment loin de la représentation précédente et de la représentation suivante. Quand on passe de Newton à Einstein, on ne fait pas une petite amélioration. On change totalement la grammaire et l'ontologie du réel. Donc c'est très dur de dire on se rapproche, puisque à chaque pas, on est infiniment loin du pas différent. Si on pense comme ça, on est infiniment loin de la vérité, ce qui me semble plutôt inquiétant et nihiliste. Donc il y a ça en science. Mais en contrepoint de ça, il y a aussi une implacable factualité qui s'impose à nous. Le monde n'est pas une construction sociale, ou en tout cas n'est pas qu'une construction sociale. Ça c'est certain. Et c'est très beau, parce qu'on est en position d'être surpris. Moi je le vois par la déception, en fait j'aime la déception. Et on construit un accélérateur de particules, le LHC, qui demande 20 ans d'effort, qui fonctionne remarquablement bien, qui a trouvé, et bravo à lui, le champ de Higgs. Mais enfin, quand même, on espérait aussi voir des traces ou des empreintes de nouvelles physiques. On espérait voir cette fameuse supersymétrie qui est esthétiquement convaincante, mathématiquement élégante et globalement cohérente. Et on ne la voit pas. Un peu comme si la nature nous disait « c'est beau, mais c'est faux ». Et je crois que ça, c'est merveilleux. On ne peut pas décider entre nous de ce qui est vrai. On décide entre nous des critères, parfois, mais de temps en temps, quelque chose s'impose. Et c'est cette articulation qui, me semble-t-il, fonde la grande élégance du geste. Alors, pour en revenir au Big Bang, certes, il faut penser les origines, donc le temps, mais il faut aussi penser les distances, donc l'espace. C'est compliqué de mesurer les distances en astrophysique parce qu'on ne peut pas dérouler son mètre d'arpenteur. Il faut trouver un moyen de mesurer sans... Oui, excusez-moi, j'enlève une couche toutes les 2 minutes, mais là j'arrête, parce que après ça va être compliqué. Donc, il faut trouver un moyen de mesurer sans se déplacer. Et mesurer sans se déplacer, c'est un peu délicat. Alors on a des méthodes, par exemple la parallaxe. Quand les télescopes pointent avec un angle plus grand, c'est que l'étoile qu'ils visent est plus près. Et on trouve comme ça des étoiles jusqu'à plusieurs années-lumière. C'est énorme, hein. La Lune, c'est une seconde-lumière, le Soleil, c'est quelques minutes-lumière. Donc voir des étoiles à plusieurs années-lumière, ça montre déjà que le cosmos est grand. On peut aller au-delà. On utilise par exemple le fait que le flux décroît avec la distance. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que c'est dégénéré. On ne sait pas si un flux très fin, ça veut dire que l'étoile est très brillante et très lointaine, ou moins brillante et plus proche. Donc il faut casser cette dégénérescence. Et pour ce faire, on utilise des étoiles variables, qu'on appelle les céphéides. Grâce à la variabilité, on étalonne, on connaît l'éclat absolu de l'étoile, et en comparant l'éclat absolu à l'éclat mesuré sur le télescope, on peut effectivement déduire la distance. Et on trouve des distances qui vont jusqu'aux millions d'années-lumière. C'est absolument gigantesque, mais on veut aller encore au-delà. Donc il faut une autre méthode. C'est celle qui est utilisée aujourd'hui en cosmologie et qu'on nomme le décalage spectral ou redshift, décalage vers le rouge. Parce qu'en effet, dans un milieu en expansion, la vitesse d'éloignement est d'autant plus grande que les corps sont séparés les uns des autres. Et par conséquent, si je connais la vitesse, je connais la distance. Et je peux mesurer la vitesse par effet Doppler, c'est-à-dire grâce au fait qu'une source qui émet des ondes sera perçue par l'observateur comme émettant des ondes de plus en plus graves, si elles sont acoustiques, ou de plus en plus rouges, si elles sont lumineuses, à mesure que la vitesse augmente. Donc en évaluant ce décalage de longueur d'onde, j'en déduis la vitesse, et connaissant la vitesse, j'en déduis la distance. Et je trouve des distances absolument considérables de plusieurs milliards d'années-lumière. Le cosmos est absolument gigantesque. Mais après, je ne vois plus rien. Ça s'arrête par là. Ça ne s'arrête pas parce qu'il n'y a plus rien derrière. Ce n'est pas parce qu'on a touché le bout de l'univers. C'est parce qu'on a atteint une sorte d'horizon qui est précisément prédit par le modèle du Big Bang, par le fait que l'âge de l'univers est fini et que la vitesse de propagation de la lumière est finie. Vous voyez, c'est un peu comme la vigie qui est en haut du mât du voilier en rade de Brest. Elle ne peut pas voir les bateaux dans le port d'Alexandrie, même avec une longue vue infiniment puissante. Parce que la Terre est ronde, il y a un effet d'horizon qui ne dépend pas de nos capacités instrumentales. Et c'est un peu la même chose qui a effectivement lieu en cosmologie. Donc, observationnellement, tout concorde.
Mais ça ne suffit pas, ça. Pour vraiment disposer d'un modèle de l'univers, pour être crédible, il faut aussi un corpus théorique qui vient sous-tendre cet ensemble d'observations. Et ce corpus, c'est bien évidemment celui de la théorie de la relativité. Relativité restreinte d'abord. Première construction de l'idée ou de l'image d'un temps absolu, en soi, presque pour soi, tel que les pensaient Kant et Newton. Einstein, au contraire, va présenter ou proposer un espace-temps a posteriori. Je dirais que la relativité restreinte est doublement révolutionnaire. D'abord, dans ce qu'elle énonce, bien sûr, dans ce qu'elle dit du réel, et ce sur quoi nous allons revenir, mais aussi de par ce sur quoi elle se fonde, parce qu'elle est la première théorie de jauge de l'histoire, c'est-à-dire la première posture scientifique à s'asseoir sur une symétrie, c'est-à-dire sur une invariance, exactement ce qu'utilisera pendant tout le XXe siècle la physique des particules élémentaires. Mais en cosmologie, c'est plus simple, parce que ce ne sont pas des espaces abstraits dont les vecteurs de base sont l'électron et le neutrino, ou le proton et le neutron. Non, non, là c'est plus évident que ça. C'est l'espace usuel, X, Y, Z. Que dit finalement Einstein? Que les lois de la physique ne dépendent pas du lieu, symétrie par déplacement spatial. J'ajouterais évidemment, quand Newton énonce les Principia, il ne dit pas F égale ma à Cambridge. Non, les lois sont vraies partout dans l'univers, parce que ce sont des lois. Deuxième remarque d'Einstein, les lois ne dépendent pas du temps, évidemment. Les solutions dépendent du temps. Nous sommes en train de vieillir, nous n'aurons plus jamais l'âge que nous avons aujourd'hui. Mais les lois qui régissent notre corps, elles, ne vieillissent pas. Newton ne dit pas F égale ma en l'an de grâce 1687. C'était vrai hier, ça sera vrai demain, parce que ce sont des lois. Donc finalement, Einstein se fonde presque exclusivement sur le fait que les lois existent, c'est-à-dire sur l'intelligibilité physico-mathématique du réel. Et en conséquence de ces postulats quasi inévitables, il est conduit à un certain nombre de conclusions remarquables. D'abord, l'existence d'une vitesse absolue, indépassable, qu'on peut bien assimiler à celle de la lumière, mais qui constitue plutôt une sorte de constante de structure de l'espace-temps. C'est ça qui est génial. L'existence de cette vitesse indépassable ne dépend pas des lois à l'œuvre dans notre monde, mais du simple fait que des lois existent, quelles que soient ces lois. Ensuite, la relativité restreinte montre que je peux, en un certain sens, échanger l'espace et le temps. C'est-à-dire que quand je me mets en mouvement, mon temps se dilate par rapport au vôtre. Si nos montres étaient parfaitement synchronisées au début de la conférence, elles ne le sont plus maintenant. Ce qui signifie en clair, et cette fois d'une façon tout à fait non métaphorique, que les voyages dans le futur sont bien possibles. Nous pourrions, chacun d'entre nous, être encore vivants en l'an 10 000 ou 100 000 sur la Terre. Il suffirait que nous puissions voyager à une vitesse suffisamment rapide pendant un temps suffisant. Il s'écoulerait, puisque c'est le terme du jour, vraiment une année pour nous, et vraiment 100 000 ans sur Terre. Le temps est vraiment relatif. Et troisième conséquence notable de la relativité restreinte, E égale mc carré, c'est-à-dire équivalence entre l'énergie d'une part et la masse d'autre part. Et ça, c'est quand même formidable parce que la masse est liée à l'être, tandis que l'énergie n'est qu'une propriété secondaire. Donc la possibilité de transformer l'un dans l'autre, ce que ça signifie, c'est qu'il est possible de faire émerger des objets, des constituants élémentaires de la physique, des particules fondamentales, non pas à partir d'autres particules, ce qui serait trivial, mais à partir de propriétés d'autres particules. Et c'est bien ce qu'on met à l'œuvre dans un accélérateur de particules. C'est le mouvement des corpuscules incidents qui est effectivement transformé en existence réelle, matérielle, éventuellement durable, de nouvelles particules. On a transformé un attribut, si vous voulez, en substance. Mais aussi étonnant soit-il, ces prémices de la théorie de la relativité restreinte ne constituaient certainement qu'un jeu de prolégomène à la grande théorie d'Einstein, la relativité générale. Alors la relativité générale va beaucoup plus loin encore, parce que ce qu'elle montre finalement, c'est que l'espace est dynamique, c'est que l'espace se distend et se distord eu égard à la présence des corps. Ce que ça signifie, c'est que la matière dit à l'espace comment se courber, et en retour, l'espace dit à la matière comment se mouvoir. C'est un jeu subtil.
Ce que montre vraiment la grande théorie d'Einstein, c'est finalement que l'espace n'est plus un pur contenant, mais qu'il devient lui-même un champ physique, qu'il devient éventuellement le sujet d'une activité discursive. Il y a quelque chose à dire sur l'espace. L'espace redevient un objet en évolution, comme les autres objets de la physique. Finalement, bien avant la physique des particules élémentaires, Einstein opère une unification radicale, puisqu'avant lui, il y avait l'espace et le temps, le contenant d'un côté, les champs physiques et les interactions d'un autre côté. Et finalement, ce qu'on comprend grâce à lui, c'est que l'un et l'autre sont la même chose, que l'espace n'est qu'un champ en évolution comme les autres. On peut également le dire ainsi, l'espace et le temps n'existent pas. Nous habitons sur ou dans le champ gravitationnel. Le champ gravitationnel en tant que champ dynamique en lieu et place de l'espace-temps. Nous sommes des vaguelettes sur un raz-de-marée. Un raz-de-marée parce qu'il est difficile d'arrêter l'espace-temps ou de courber l'espace-temps, parce que le facteur G sur C4 qui intervient dans les équations d'Einstein, dans les équations de champ de la relativité générale, est minuscule. Et c'est pourquoi, effectivement, il a été si dur de détecter, par exemple, ces ondes gravitationnelles qui ont été récemment au cœur de l'actualité. En fait, on les avait déjà détectées il y a une quarantaine d'années, mais plus récemment, dans l'interféromètre LIGO, on les a vues à nouveau et on peut maintenant les utiliser. On est doué d'un nouveau sens, comme dirait Hubert Reeves. On peut enfin voir Cosmos avec des yeux de géomètre. Et ce que nous permet de comprendre, du point de vue du Big Bang qui nous intéresse aujourd'hui, la théorie de la relativité générale, c'est qu'en fait, les galaxies s'éloignent sans bouger. Ça semble paradoxal, mais ça ne l'est pas. Ce qu'on observe quand on parle d'expansion de l'univers, ce n'est pas le mouvement des galaxies, c'est la dilatation de l'espace lui-même. Ce qu'on observe, c'est le mouvement de l'espace, pas le mouvement des galaxies. Les galaxies, quelque part, sont fixes dans un espace qui est lui-même en dilatation. Et d'un seul coup, le modèle devient remarquablement cohérent. Ils permettent aussi de comprendre en détail ces différents horizons qui dépendent bien sûr des observateurs considérés. Puisqu'il est question d'horizon et que nous nous plaçons aujourd'hui sous l'égide des poètes sombres, permettez-moi de référer un instant à un autre écrivain des profondeurs, qui est aussi un cinéaste, bien sûr, Pier Paolo Pasolini, qui professait dans ses écrits corsaires « Je paye un prix pour la vie que je mène. Je suis comme quelqu'un qui va descendre aux enfers. Mais quand je reviendrai, si je reviens, j'aurai vu des choses. J'aurais vu tant d'autres choses, j'aurais vu plus loin que l'horizon. » Pasolini, d'ailleurs, c'est justement celui qui savait que les contradictions qui le faisaient vivre sont aussi celles qui le feraient mourir. Mais il a tenu bon face aux vilainies, face aux calomnies, face à toutes les petites bassesses. Il a tenu bon parce qu'il savait que là était la complexité du réel. Bien, le modèle est donc cohérent. Nous avons les observations et nous avons la théorie. Mais il me reste encore quelques minutes pour vous montrer qu'un certain nombre de paradoxes viennent gréver ce magnifique paradigme. D'abord, le problème de la symétrie baryonique globale. Le fait est que nous sommes là, et c'est déjà un problème. C'est déjà un problème parce que les lois de la physique sont presque exactement symétriques entre matière et antimatière. On attendrait donc que l'une et l'autre se soient essentiellement annihilées dans le cosmos primordial. Et ce n'est manifestement pas le cas. Et aujourd'hui, on ne comprend pas, en tous les cas pas en détail, comment faire émerger un monde aussi asymétrique que le nôtre, c'est-à-dire dominé par la matière, alors même que les lois ne sont qu'extraordinairement peu asymétriques. Premier paradoxe. Mais il y a pire. Je pense au problème de la causalité. Comment comprendre que des zones cosmologiques, distantes les unes des autres, qui semblent ne jamais avoir pu interagir les unes avec les autres, se trouvent comme miraculeusement être à la même température, dans le même état physique. Il faut amender le modèle cosmologique et supposer que juste après le Big Bang eut lieu une expansion considérable, exponentielle de la taille de l'univers, ce qu'on appelle un état ou une étape d'inflation. Mais il y a pire. Je pense aux trous noirs. Les trous noirs sont des objets qui font maintenant partie du bestiaire de l'astrophysicien. Ils sont là, plus personne ou presque n'en doute. On les voit, on voit leurs conséquences. On commence à les étudier de façon très précise. Mais ils ne sont pas sans poser un certain nombre de problèmes. Comment comprendre, par exemple, que la relativité générale, la théorie d'Einstein, nous les fasse sentir comme les objets les plus simples de l'univers, plus simples qu'une particule élémentaire, mais que conjointement, la thermodynamique,
la science de la chaleur, les définissent comme les objets les plus complexes qui existent, c'est-à-dire recelant la plus grande quantité d'informations. Il y a ici une incompatibilité à laquelle personne n'a aujourd'hui de réponse parfaitement cohérente. Mais il y a pire. Je pense à la matière noire. On sait que l'essentiel de la masse de l'univers n'est non seulement pas constitué d'étoiles, mais c'est pire que ça encore, puisqu'elle n'est pas constituée de particules élémentaires qui ont été identifiées dans nos accélérateurs. C'est donc à la fois un défi et un paradoxe de cosmologie et un paradoxe de physique de l'infiniment petit. Et actuellement, la meilleure piste que nous avions, à savoir la supersymétrie que j'évoquais rapidement tout à l'heure, qui est très belle parce que c'est une extension naturelle des symétries de la physique des particules, parce qu'elle fait un lien entre les forces et les corps, parce qu'elle permet d'expliquer la faible valeur de la masse du Higgs, parce qu'elle est prédite par la théorie des cordes, parce qu'elle fournit un candidat pour la matière noire, ne fonctionne pas. Au moins, ne fonctionne pas dans sa version la plus simple. Donc, nous n'avons pas de solution claire à ce problème de la matière noire. Mais il y a pire. Il y a le problème de l'énergie noire, c'est-à-dire du fait que l'expansion de l'univers semble être aujourd'hui en train d'accélérer, alors même que la gravité, qui est la seule force à l'œuvre à grande échelle dans le cosmos, est une force de freinage qui devrait plutôt induire une décélération. Donc, soyons bien clairs, parce que j'ai noté souvent des confusions sur ce point. L'expansion de l'univers n'est pas un paradoxe, hein. On est d'accord, c'est une prédiction de la théorie d'Einstein qui est corroborée par l'expérience. Historiquement, ce n'est pas forcément dans cet ordre-là, mais tout va bien du côté de l'expansion. Ce qui est étrange, ce n'est pas l'expansion, c'est l'accélération de l'expansion. Ça, c'est curieux, avec une gravité qui freine. Alors sans doute faut-il tenir compte de ce qu'on nomme la constante cosmologique, qui est un terme très naturellement présent dans les équations de la relativité. Mais le problème, c'est que la valeur numérique qu'il faut lui conférer pour expliquer cette accélération est difficilement compatible avec la physique quantique. Mais il y a pire, et c'est précisément le problème qui nous intéresse aujourd'hui. Le pire, je dirais, c'est le Big Bang lui-même. Non pas le Big Bang compris comme univers en expansion, qui ne pose aucun problème majeur, mais le Big Bang compris comme instant originel. Peut-on penser cet instant originel? La réponse est essentiellement non. Il faut être, là encore, très prudent, parce que le Big Bang, c'est une singularité, c'est-à-dire, du point de vue mathématique, un lieu ou un temps, si vous voulez, où toutes les grandeurs signifiantes deviennent impossibles. En fait, c'est le moment où la théorie ne marche plus. On lit parfois que c'est une pathologie de l'espace-temps, comme au cœur des trous noirs. Mais moi, je crois que l'espace-temps, il va très bien, hein. Il n'est pas malade, il n'a pas besoin de docteur, l'espace-temps. Ce n'est pas l'espace-temps qui est pathologique, c'est la théorie que nous utilisons pour le décrire. Et en effet, la relativité générale n'intègre pas les effets quantiques. Donc il est extrêmement probable que pour décrire adéquatement le centre des trous noirs ou l'origine de l'univers, il nous faille une théorie plus profonde et meilleure que celle d'Einstein, mais nous n'en disposons pas encore. Alors que peut-on faire d'une question aussi inévitable et dérangeante? Il a l'air content, ce monsieur. C'est aussi inévitable et dérangeante que celle-ci. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Tout le monde la pose. Tous mes étudiants me la posent, tous les enfants la posent. Enfin, les adultes se la posent aussi, mais ils n'osent pas la poser. Mais tout le monde se la pose. Les physiciens aussi se la posent. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Et on le sait, la réponse de la relativité à cette question est changer de question. La question est mauvaise. La relativité dit la question n'a pas de sens. Et c'est vrai du point de vue de la relativité. Parce que du point de vue de la grande théorie d'Einstein, en fait, le temps émerge au Big Bang. Donc savoir ce qu'il y avait avant est une contradiction dans les termes, puisqu'il n'y a pas de temps avant le Big Bang. Et ce n'est pas insensé comme réponse. Pensez à un explorateur qui marche vers le nord. Il peut atteindre le pôle nord, et quand il a atteint le pôle nord, on lui demande « Et qu'y a-t-il encore plus au nord ?» Mais ce n'est pas qu'il ne parvient pas à y aller, ce n'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il y a, c'est que le nord du pôle nord n'existe pas. De la même raison qu'en cosmologie standard, l'avant-Big Bang n'existe pas. Mais cette réponse claire provient d'une théorie qui n'est vraisemblablement pas en droit de répondre à la question puisqu'elle n'est plus valable au moment du Big Bang. Seule une théorie de gravité quantique peut donner une réponse cohérente. Et la gravité quantique, c'est très dur. Ça fait un siècle que les plus grands esprits de la physique théorique s'y essayent sans véritable succès. Pourquoi? Il y a des raisons techniques que je n'évoque pas aujourd'hui, liées par exemple à ce qu'on nomme la renormalisation, et il y a des raisons plus conceptuelles, parce que, par exemple, en physique quantique, le temps est usuel, c'est un paramètre extérieur, alors qu'en relativité,
Le temps, c'est de l'espace, c'est la même chose, ils sont indiscernables. Donc si la relativité nous dit le temps et l'espace, c'est la même chose, et que la mécanique quantique nous dit le temps et l'espace, ça n'a rien à voir, c'est mal parti pour les unifier. Donc il faut travailler et trouver des idées géniales. Et des idées géniales, on n'en a pas souvent. Alors la première idée extraordinaire, très explorée, que nous connaissons tous, c'est la théorie des cordes. La théorie des cordes, c'est une belle proposition qui est mathématiquement cohérente, qui est une théorie d'unification, qui permet effectivement de réinterpréter les particules élémentaires et les interactions fondamentales comme différents modes de vibration d'une unique classe de cordes élémentaires, un peu comme la corde d'un instrument de musique, qui, suivant la position des doigts sur le manche, pourrait générer toutes les notes de la gamme chromatique. Mais la théorie des cordes est lourde en hypothèses. Elle ne fonctionne que si l'espace a 9 dimensions, ce qui n'est pas, n'est-ce pas, en adéquation avec notre expérience quotidienne, x, y, z, 3 dimensions. Il faut donc supposer que ces dimensions supplémentaires, si elles existent, sont invisibles, donc sont très petites, donc sont recourbées sur elles-mêmes, compactifiées, disent les mathématiciens. Mais les manières de compactifier les dimensions sont tellement variées que ça peut générer un nombre gigantesque, presque infini, de lois physiques émergentes différentes. Et ça, c'est la première image de ce qu'on pourrait appeler un multivers. Donc c'est un néologisme inventé pour signifier une multitude d'univers. Parce que la théorie de l'inflation que j'évoquais tout à l'heure et qui maintenant fait partie du modèle standard du Big Bang, qui n'est pas une invention échevelée, qui est nécessaire pour expliquer l'univers tel qu'on l'observe, en tous les cas dans les modèles les plus simples, cette théorie de l'inflation, quand on la regarde bien, crée non pas un univers bulle, mais vraisemblablement un grand nombre, voire une infinité d'univers bulles. Et la théorie des cordes, très spéculative, soyons clairs, non corroborée expérimentalement, mais si elle est correcte, pourrait emplir ou structurer chacune de ces bulles avec des lois physiques différentes. On voit alors émerger une sorte de structure arborescente d'univers multiples qui, effectivement, dépasse l'imagination, si ce n'est la raison. Alors ce n'est pas un retour au vieux démon de l'anthropocentrisme, c'est plutôt une nouvelle blessure narcissique, puisqu'après avoir été centré sur la Terre, sur le Soleil, sur la galaxie, sur le cosmos, notre vision globale devient peut-être strictement acentrique. C'est notre univers lui-même qui se trouve réinterprété comme un petit îlot, dérisoire et contingent, dans un vaste multivers. Faut-il en avoir peur? Je ne crois pas. Quelques mauvais épistémologues y voient une sorte de délire postmoderne. Ça m'amuse beaucoup, ce terme postmoderne qui fait peur, alors qu'en fait ça réfère à certains des plus grands intellectuels du XXe siècle, des plus subtils, des plus pointilleux et des plus rationnels. Mais peu importe, quand bien même on voudrait référer péjorativement à cette mouvance, ce qui est le droit de tout un chacun, c'est l'inverse de ça. Le multivers, ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute parce qu'on aime la diversité ou parce qu'on souhaite faire émerger des mondes multiples. C'est une conséquence mathématique de certains des modèles qu'on utilise. On n'a pas le choix, c'est une question de cohérence. Si on utilise ces modèles, il faut regarder les univers qu'ils génèrent, parce que ça change les prédictions. Ce n'est pas une vue métaphysique, quoique métaphysique, dans ma bouche, est tout sauf un dénigrement. Mais ce n'est pas ça. C'est de la science pure, c'est de la science usuelle, et c'est stable. Pourquoi c'est stable? Parce que le multivers, comme je viens de le dire, ce n'est pas une théorie, c'est une conséquence de théorie. Et les théories qui le prévoient, elles, je peux au moins en principe les tester ici. Et si je les falsifie, si je les infirme, toutes leurs conséquences s'évanouissent, y compris ce multivers. Et du point de vue du Big Bang qui nous intéresse aujourd'hui, c'est assez vertigineux, parce que finalement, la question de l'origine est en quelque sorte repoussée dans le passé. Mais dans le cadre de l'inflation, elle n'est pas repoussée infiniment loin. C'est ça qui est très étrange. On peut montrer qu'il existe encore une singularité. Peut-être pas dans notre propre bulle d'univers, mais il existe à temps fini une singularité. L'espace n'est pas géodésiquement complet vers le passé. Donc le problème est déporté, il n'est peut-être pas tout à fait résolu. Mais en tout cas, dans le cadre de la théorie des cordes, et pas de l'inflation, parce que là je les conjoins, mais ce sont deux propositions différentes, bien sûr la singularité disparaît. C'est tout le jeu d'une théorie de gravité quantique que de s'affranchir de ces pathologies, et c'est évidemment la moindre des choses qu'on peut leur demander. Alors ce multivers, en des sens complètement différents, on le voit aussi émerger par exemple en physique quantique, dans certaines interprétations. Quand un système quantique interagit avec un système classique, on pourrait avoir embranchement en univers parallèle. Et là encore, j'ai d'ailleurs montré récemment dans un petit article que contrairement à ce qui a longtemps été cru, on peut mettre à l'épreuve ce genre d'idées. C'est très difficile, je ne sais pas le faire concrètement, mais au moins en principe, on peut les mettre à l'épreuve.
Et en relativité générale, on a un multivers, je dirais, consensuel. Si l'espace est infini ou au moins très grand, on a un grand nombre de volumes de Hubble, c'est-à-dire d'univers observables. Et ça, déjà, ça change notre manière de faire des prédictions. Dernier exemple, corrélé à notre problématique du jour, celle du Big Bang. La gravité quantique à boucle, c'est une théorie concurrente de la théorie des cordes qui permet de tenter de concilier d'une part la physique d'Einstein avec d'autre part la physique de Bohr, Schrödinger, Pauli, Heisenberg, Planck, de Broglie. Elle le fait en réécrivant la relativité générale d'une manière proche des théories de physique des particules, ce qu'on appelle les théories de jauge. Et dans ce cadre-là, il est possible de mettre en place une procédure de quantification dite canonique. La théorie résultante fait émerger une sorte de structure granulaire de l'espace-temps. Nous aurions des petits atomes d'espace-temps, un peu comme nous savons qu'il y a des atomes dans la matière. Et quand on applique cette théorie à l'univers lui-même, le résultat est remarquable. Bien sûr, là encore, le Big Bang disparaît. Par quoi le Big Bang en tant qu'instant originel, bien sûr, pas en tant qu'expansion de l'univers. Ça, pour moi, c'est un acquis. Et donc, ce Big Bang originel qui disparaît, par quoi est-il remplacé? Par un Big Bounce, c'est-à-dire par un grand rebond. Dans cette approche, il y aurait eu une phase de contraction qui aurait précédé l'actuelle phase d'expansion de l'univers. Et tout notre travail, pour les gens comme moi qui travaillent sur ce modèle, qui s'intéressent à ce modèle, c'est précisément aujourd'hui de tenter de chercher des signes ou des traces observationnelles, parce qu'il faut mettre à l'épreuve les théories, naturellement, de cette phase éventuellement avant le rebond, qui tiendrait lieu, le rebond lui-même, qui tiendrait lieu de Big Bang, et qui signifierait que le temps n'aurait plus, cette fois, de commencement, mais qu'il y aurait de l'espace depuis toujours, sous une forme éventuellement cyclique, ou éventuellement présentant un seul et unique rebond. Alors vous le voyez, la question de l'origine est loin, bien évidemment, d'être fermée, mais je suis ravi de voir qu'elle est entrée dans le champ de la science dure, de la science relativement sous contrôle, et j'espère testable dans les années ou les décennies à venir. Alors puisque j'ai commencé cette petite promenade avec un poète maudit, laissez-moi la terminer avec un autre, mon préféré, Jean Genet, qui s'écriait depuis les murs de sa prison de Fresnes. Cette merveilleuse et sombre éclosion de fines fleurs, je ne la pris que par fragments. L'un m'était livré par un morceau de journal, l'autre, négligemment cité par mon avocat. Un autre encore dit presque chanté par les détenus. Leur chant devenait fantastique et funèbre. Un de profundis, autant que les complaintes qu'ils chantent le soir, que la voix qui traverse les cellules et me parvient troublée, désespérée, altérée. À la fin des phrases, elle se casse, et cette fêlure la rend si suave qu'elle semble soutenue par la musique des anges. Merci.